Je suis un conquérant, je lâche jamais rien. Très 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 bon conseil. J'adore ce que je fais, j'y vais avec les triples cœurs. Excellent, merci pour ces deux perles. Jamais de la vie. Allez, poussez-vous devant, écartez-vous tous parce que de toute façon, c'est soit vous poussez, soit dans tous les cas, je vais passer. Tu vois. Il n'y a pas de secret, je prends des coups dans la tronche. Franchement, félicitations, chapeau. Je fais des erreurs et c'est humain de faire des erreurs. Absolument d'accord. C'est très moche ce que je vais dire, Giuseppe. Ouf. Pourquoi tu penses ça? Jérémy Faustino, ravi d'être avec toi pour cet épisode. On va pouvoir échanger, tu vas donner de la valeur en tant qu'entrepreneur. Alors tu sais à qui on s'adresse, hein. C'est des personnes qui veulent soit monter leur boîte, soit qui ont déjà monté leur boîte, qui sont dans un club, un réseau d'entraide pour entrepreneurs. Alors en ayant à l'esprit ces personnes-là, comment tu peux te présenter en 30 secondes pour leur donner envie de t'écouter? Bah, très simplement, Jérémy Faustino, j'ai 36 ans, je suis marié, deux enfants. J'ai une entreprise du coup que j'ai fondée moi-même il y a en 2023. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrepreneuriat, c'est uniquement des péripéties, des hauts, des bas. La résilience, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais si je peux faire ma présentation très rapide, je suis un conquérant, je lâche jamais rien. Et peu importe ce qui peut m'arriver, il y aura toujours un lendemain. Eh ben, on se réjouit d'échanger avec toi. On démarre avec une interview express. Je te pose une question, tu réponds très rapidement en un ou deux mots. Tu peux nous dire où tu es né, d'où tu viens? Oui. Alors, moi, je suis né en France, à Lyon. Très bien. Tu es en Suisse depuis? 12 ans maintenant. Entrepreneur, tu l'as dit depuis. 2023. Et tu es seul ou tu es avec un associé? Seul. Tu as des salariés? Non. Est-ce que tu as de la peine à recruter? Non. Est-ce que tu as de la peine à déléguer? Oui. Ok, on va se réjouir d'attaquer ce sujet. Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un qui est plutôt bien organisé, structuré? Oui. Est-ce que tu es un bon vendeur? Oh, oui. Est-ce que tu as des opinions qui sont pas très populaires? Oh, c'est sûr et certain. Quelles sont les deux valeurs les plus importantes pour toi pour entreprendre? La résilience et la persévérance. Hmm. Eh ben, Jérémy, bienvenue dans l'épisode. On va maintenant expliquer, pour commencer, ou tu vas expliquer comment ça se fait que tu as lancé ta boîte en 2023. Alors, pour faire très simple, j'ai été salarié dans l'automobile en tant que vendeur pendant 15 ans. J'ai eu malheureusement un très grave accident de moto qui m'a valu de multiples opérations et d'être dans un lit d'hôpital pendant une assez longue durée. Et je me suis dit, une vie, on n'en a qu'une seule. On sait quand on est né, on ne sait pas quand est-ce qu'on va malheureusement décédé, mais ça arrive, c'est comme ça, on a tous une date de péremption. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux faire en fait pendant le restant de mes jours? Bah, c'est pouvoir vivre ma vie comme je l'entends et surtout ma vie professionnelle. Tu t'es Voilà. dit ça, sur le lit d'hôpital ou tu pensais déjà comme ça avant? J'avais déjà ce raisonnement dans ma tête parce que j'ai toujours eu un problème un petit peu avec l'autorité Hmm. et avec la vision en fait qu'on pouvait avoir, parce que l'automobile c'est quelque chose qui est très archaïque, qui n'a pas changé depuis des décennies. Et quand tu as des responsables ou chefs des ventes, directeurs, qui à l'époque négociaient les rétroviseurs droits sur les voitures ou alors les tapis, ça a bien changé. On est passé à un step complètement différent et c'est très difficile en fait de changer des éléments qui sont dans les mœurs depuis des décennies. Donc c'est pour ça que je savais que j'avais la vocation et l'envie de le faire. Et l'accident a été un élément déclencheur pour pouvoir entreprendre tout ça. Ok. Avant l'accident, tu étais déjà dans le monde de l'automobile. Tu peux nous expliquer ce que tu faisais avant l'accident dans ce monde-là? J'étais vendeur chez Amag au centre Occasion à Châtelaine. Ok, ok, ok. Alors que maintenant, tu es pas loin finalement, en fait. Tu es entre Genève et En Lausanne, termes de quoi. distance, ouais. Bon, après, ça dépend le trafic, hein, tu sais, le trafic à Genève, C'est c'est toujours clair. très compliqué. Mais non, non, là, je suis à un quart d'heure à peu près. Ok, ok, ok. Donc tu étais vendeur dans le domaine de l'automobile. Est-ce que C'est tu penses ça. que c'est important de savoir vendre quand on est entrepreneur? Alors, je pense, que ça fait partie des choses les plus importantes. Il y a pas mal de steps. Moi, j'ai toujours pour habitude de dire que et il faut avoir une de ces qualités, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'une entreprise en soi, si je te présente mon logo, tu ne me connais pas, tu ne sais pas qui je suis. On peut te présenter un logo, te donner le nom d'une entreprise, mais moi, pour moi, aujourd'hui, le personal branding, l'humain d'une entreprise,
c'est devenu une priorité. Surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la communication, etc., etc. Tu en fais du personal branding et si oui, comment? Oui, alors je le fais par le biais des réseaux sociaux, même si c'est pas ce que je trouve de plus agréable, mais je prends quand même du plaisir à le faire via Instagram, TikTok, YouTube Short. Je fais aussi pas mal de posts sur LinkedIn, qui est ma cible de clients, pardon. Et puis oui, dans les grandes lignes, ça va être ça. Ok, ok, ok. Si on revient à la vente, qui est un aspect du cycle, hein, parce que le marketing vient avant la vente, tu Mhm, étais plutôt un bon vendeur. Tu m'as dit en off, tu étais dans le top 3 des meilleurs vendeurs au niveau de la marque, donc c'est ça. c'est pas rien. Quelqu'un qui se lance et dit, ouais, moi je suis bon dans ce que je fais, je suis bon pour délivrer, etc. Mais j'aime pas vendre. Quel est un conseil que tu peux lui donner s'il est convaincu ou elle est convaincue qu'elle ou il ne sait pas vendre? Alors, les convictions, c'est tant que tu t'es, comment dirais-je, tant que tu t'es pas tapé la tête, tu peux pas te rendre compte. Le monde de l'entrepreneuriat, la vie de tous les jours, on a appris à marcher avant de courir, et puis on a fait du quatre pattes avant d'apprendre à marcher. On est tombé, on s'est peut-être des fois cassé les dents ou autre, mais on a essayé. Tant que t'as pas essayé, en fait, tu ne peux pas savoir. On vit tous avec des préjugés aujourd'hui, ce que je trouve, enfin, complètement aberrant de dire que non, je sais pas faire. Ok, t'as essayé? Bah non. Et quand tu étais petit et que maman ou papa te donnait à manger, ah non, j'aime pas les légumes verts. Ok, t'as goûté? Non. Bah goûte et puis on verra après. Et moi, mon conseil, c'est qu'une vie, on n'en a qu'une seule. Tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir si c'est fait pour toi ou pas. Mhm, mhm. En tout cas, c'est ma philosophie. Ouais, ouais, ouais. Tu parles de l'entrepreneuriat ou tu parles de fait de vendre pour son entreprise? Ah, mais dans tous les sens du terme. Mhm, Dans mhm. tous les sens du terme, parce que tu vas avoir des personnes, par exemple, qui vont se découvrir des qualités, par exemple, dans le monde de l'entreprise ou dans l'entrepreneuriat, ou dans des qualités pour vendre, par exemple. Tu vois, moi, avant de savoir que je savais vendre, tu m'excuseras pour le terme un peu vulgaire, mais on m'a dit, écoute, Jérémy, tu as toujours eu une grande gueule, je suis sûr que tu serais un bon vendeur. Tu vois? Mais si t'as pas essayé, en fait, tu peux pas savoir. Et C'est clair. après, savoir vendre, ça, tu sais, je vois toujours ça un peu comme un organigramme. C'est-à-dire que la vente, bah, t'as vendre, mais après, derrière, tu sais, t'as tous les autres éléments qui viennent, en fait, s'ajouter et qui te permettent justement de pouvoir compléter, entre guillemets, ton pourcentage de bons vendeurs. Et ça, c'est de la formation perpétuelle, c'est du terrain, c'est des tests. C'est comme pour tout, hein. Avant de savoir aller sur la Lune, bah, on a essayé une fusée, ça n'a pas fonctionné. Puis on a envoyé des animaux, et puis quand ça a fonctionné et qu'on s'est dit, bon, allez, là maintenant on y va, on y est allé. Pour la vente, c'est la même chose. Il faut quand même avoir quand même une certaine aisance, ça c'est sûr et certain, de départ, pour pouvoir avoir bah, un bon phrasé, ne pas être gêné ou autre. Et à un moment, il faut se lancer dans le bain, il faut savoir ce qu'on veut, hein. C'est soit Mhm, tu y mhm. vas, soit tu restes assis sur ta chaise dans ce que tu entends toi-même, hein, ton entrepreneuriat, ton salariat, mais c'est toi et toi-même, hein. C'est clair, c'est clair. Je pense que la question du phrasé ou de pas être gêné, c'est lié aussi à la confiance qu'on a. Alors, la confiance dans le produit ou dans le service qu'on vend, on sait que ça va porter de la valeur. Confiance aussi en soi, parce que si on n'inspire pas confiance à nous-mêmes, ça va être dur d'inspirer confiance à un inconnu. Au-delà de ça, quelle serait une autre caractéristique de quelqu'un qui sait vendre et qui vend bien? Bah, déjà, une personne qui sait vendre et qui vend bien, c'est une personne qui va savoir facilement en fait s'approprier Mhm, le produit ou la prestation de service, parce que dans la vente c'est très large quand même, hein. On peut vendre des prestations de service, on peut vendre des produits, on peut vendre énormément de choses. Donc, pour moi, bah, oublie en fait que tu n'as aucune chance. mhm. Dis-toi que tu n'as pas le choix et qu'il faut y aller. C'est clair, c'est clair. Et c'est En, toujours une question d'envie, hein. non, en pensant à d'autres, tu vois, en pensant par exemple à mon business, donc moi je vends des services à des entreprises qui ont besoin de logiciels sur mesure. Moi j'aurais dit, vendre, ça veut dire comprendre le véritable besoin profond de la personne et puis essayer de comprendre est-ce qu'on peut lui apporter une solution ou pas. Des fois ça veut dire non, ça veut dire être prêt à ne pas se faire acheter quoi que ce soit. Mais si tu peux vraiment répondre à son besoin, bah, tu as automatiquement confiance en toi parce que tu sais que tu as la solution à ce que la personne est prête à payer et qui vaut moins de ce qu'elle va obtenir. Donc finalement, j'aurais dit ça, c'est comprendre les besoins des gens. Donc beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, savoir poser les bonnes questions pour déclencher les besoins profonds. Mais là, c'est peut-être différent dans ton cas, c'est pour ça que je voulais avoir ton avis. Alors, là, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, pour avoir fait, enfin, ça fait 18 ans aujourd'hui réellement que je suis dans le commerce, hein. Pour avoir fait réellement de la vente, vente pure,
as différents types de ventes. Comme tu viens de le dire, c'est très bien. C'est que tu prends par exemple, moi dans le milieu de l'automobile, tu as des vendeurs qu'on appelle normalement un commercial qui est assis à son bureau. Tu as la personne qui vient vers toi et qui vient t'acheter la voiture. Mais réellement, dans ton, comment dirais-je, sur ton dashboard, tu es un vendeur. Tu as vendu un produit, du coup, qui est une voiture. Mais là, par exemple, en l'occurrence, tu as des personnes qui, une voiture, vont acheter ça pour, comment dirais-je, du plaisir, un besoin, ou ils vont le classer dans la catégorie comme quoi c'est un outil. Parce que tu as des personnes, tu as des véhicules où tu prends par exemple, alors je ne vais pas utiliser l'acronyme, mais VU, c'est véhicule utilitaire. C'est un besoin pour une entreprise, mais c'est aussi un outil de travail. C'est-à-dire que sans ça, en fait, ils n'ont pas forcément la possibilité d'aller sur un chantier X ou Y. Tu veux acheter aujourd'hui une voiture, réellement une voiture, c'est quatre roues et un volant. Tu peux très bien aller, et encore, je mets tout véhicule sur un pied d'égalité, on va dire, mais tu vas chez Renault ou tu achètes une Dacia ou vraiment quelque chose de lambda, bah, ça fait un point A, point B. Puis après, tu vas avoir en fait des envies ou des besoins qui vont s'orienter plus vers le premium. On va dire Audi, Mercedes. Et après, tu vas plus tabler un peu dans le premium luxe, Porsche ou dans le luxe directement après chez Ferrari. C'est vraiment en fait en fonction de chacun. Et la vente, c'est ce qui est extraordinaire dans la vente, c'est que tu es un caméléon en fait en fonction justement de ce que tu as à vendre. Si c'est un outil, si c'est un produit, si c'est une prestation de service. Et c'est pour ça que bah, aujourd'hui, le commerce, c'est très large. C'est pour ça que dans ton cas à toi, et c'est là où je te rejoins parce que c'est ce que moi je fournis aujourd'hui comme prestation, c'est de te dire quel est le problème, où est-ce que on peut améliorer les choses. Et ce n'est pas de vendre un produit ou de vendre une prestation. C'est en fait d'amener une solution qui est liée à ton business model par rapport à l'utilisation de l'interlocuteur que tu as en face de toi. Exactement, exactement. Et ce qui nous permet à revenir au thème principal de cet échange, c'est l'entrepreneuriat. La vente n'est qu'un aspect, mais là, tu as défini l'entrepreneuriat, c'est identifier des problèmes, apporter des solutions. Et d'ailleurs, pour ceux qui encore se demandent, mais en fait, il fait quoi exactement, Jérémy? On fait plus que de la location de véhicules, parce que comme j'ai l'habitude de dire, tu sais, quand tu es debout sur tes deux jambes, tu es stable, mais si tu es appuyé, tu es encore plus stable. Donc moi, je compare en fait, si tu veux, mon business aujourd'hui comme un tabouret avec trois pieds. C'est-à-dire qu'on a le premier pied qui est de la location courte durée, qui permet en fait de louer des véhicules, par exemple bah, pour des road trips, un événement, pour des vacances ou autre. Après, on va avoir la partie toujours vente, achat-vente, parce que bah, il faut qu'on fasse l'acquisition des véhicules de notre flotte, et puis on les revend aussi à la fin. Donc, parce que je suis toujours partisan du principe que rien ne se perd, tout se transforme. On dépense de l'argent au départ, il y a une rentabilité, puis après, il faut essayer de faire un bénéfice à la fin. Et après, on a un système du coup qui est totalement innovant et on est les seuls à le faire en Suisse aujourd'hui, c'est de l'abonnement de véhicules. Où là, on est sur de la consommation de véhicules qui fonctionne de mois en mois, qui peut se faire aussi sur une année ou deux, voire même plus. Mais on casse complètement les codes en fait du leasing et de la consommation automobile en ayant beaucoup plus de flexibilité et en améliorant la fiscalité en fait liée à l'automobile pour les entreprises. Bah, félicitations, hein, parce que là, je me dis, c'est depuis 2023, donc là, au moment où on enregistre, ça fait 3 ans. Peut-être certains vont écouter l'épisode dans quelques années, donc ça fait déjà un moment que tu es dans cette activité. Question directe, est-ce que tu vis déjà de ton activité? Je commence à en vivre maintenant. Ok, félicitations, parce que là aussi, on casse un mythe. C'est pas du jour au lendemain qu'on s'enrichit en tant entrepreneur. Est-ce qu'il y a un autre mythe sur l'entrepreneuriat que tu aimerais casser pour ceux voilà, qui ont leur opinion? Alors, moi, je pense qu'en tout cas, du moins, c'est ce que je vois et ce que je constate. Il y a beaucoup trop de personnes qui se disent, je vais faire de l'entrepreneuriat et je veux gagner 10, 15, 20, 30, 50 000 francs par mois. Ce n'est pas possible. Je vous arrête tout de suite, ce n'est pas possible. Et c'est pas du tout le bon raisonnement. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut être conscient qu'il y a énormément de sacrifices financiers, personnel. Et quand je dis personnel, ben, moi je suis marié avec deux enfants. Donc il y a énormément de sacrifices et il ne faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat en se disant je vais doubler mon salaire par rapport aujourd'hui à mon salariat. Non. Il faut être prêt en fait à se dire de se fixer un salaire minimum pour pouvoir vivre, mais de surtout développer l'entreprise. Et l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne à court terme comme on le voit
de partout maintenant. On n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est du travail de longue haleine, de la résilience permanente, du travail perpétuel. Et c'est à ce moment-là qu'on en récoltera les fruits bien plus tard. C'est clair, Donc, c'est ouais, clair. je peux vraiment casser le mythe à ce niveau-là. C'est pas tout beau tout rose. Il faut être conscient qu'il y a énormément de sacrifices qui vont être à faire. C'est clair, c'est clair. Attention, Jérémy n'a pas dit que c'est pas possible dans l'absolu, parce que bien sûr, on peut gagner Non. même 100 000, 200 000 par mois. Bien sûr que c'est possible, Ou des mais, millions, hein. mais vraiment pas tout de suite. Non. Vraiment pas tout de suite. Je pense pas que c'est la voie ni la plus simple, ni la plus rapide de s'enrichir financièrement. C'est Par ça. contre, le potentiel est élevé. Du coup, toi, tu disais, si je reviens dans ta présentation, tu avais de la peine avec l'autorité. Est-ce que ça peut être une motivation pour se lancer, sachant que quand on est entrepreneur, on est quand même soumis ou en tout cas dépendant de nos clients? Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors ça, je suis d'accord. Par contre, ce qu'il faut, c'est avoir quand même une faculté. Ça fait partie de toutes les différentes qualités, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas bagages qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur. C'est de savoir en fait se remettre en question. C'est de savoir prendre du recul un petit peu sur des décisions, sur des prises de parole, en fonction de l'interlocuteur que tu vas avoir en face de toi, du problème qu'il va falloir résoudre. Donc après, moi, quand je te parle de questions d'autorité, c'est ma vision des choses en vivant. Moi, je vis à l'instant T, si tu veux, et je projette ma vision dans le futur. Ce qui est passé, ça va être redondant, mais ce qui est passé, c'est le passé. Tu peux pas revenir en arrière. Ça doit être justement force d'apprentissage de pouvoir être comme ça. Et typiquement, bah, tu peux pas toujours être d'accord avec tous les clients. C'est ce qui fait aussi la beauté de l'être humain, hein, c'est que bah, il y en a des petits, des grands, des gros, des moins gros, machin, etc., etc. Et il faut savoir t'adapter. C'est un métier de caméléon. La vente, comme l'entrepreneuriat, c'est vraiment un métier de caméléon. Et il faut savoir, il faut se connaître soi-même. Il faut connaître ses qualités, il faut connaître ses défauts, et tu l'apprends sur le terrain, de savoir dire, oula, attends, stop, 2 secondes. Je m'arrête parce que là, je suis embourbé, ou alors je suis en train de faire une bêtise, et il faut savoir prendre du recul à ce niveau-là. Mais par contre, il faut savoir aussi avoir la conscience de se dire, ouah, là, je suis sur la vague, je suis stable, tout va bien, allez, on continue comme ça. Tu vois, voilà. C'est vraiment une remise en question perpétuelle et savoir faire, en fait, j'ai envie de dire, tu sais, une extraction, comme si tu avais ton, toi-même à l'intérieur qui te regarde et qui te dit, OK, là, tu es en train de faire ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En fonction, tu avances ou tu t'arrêtes et tu remets les choses à plat correctement. Très très fort ça. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Comment tu fais, puisque tu es seul, à regarder la scène depuis l'extérieur, si j'ai bien compris, à prendre de la hauteur? Comment tu fais pour voir les angles morts quand on est seul? Alors, euh, il n'y a pas de secret, je prends des coups dans la tronche. Je fais des erreurs. Et c'est humain de faire des erreurs. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, il y a des moments où bah, l'erreur, tu l'as fait une fois. C'est comme quand on était enfant. Non, il faut pas toucher. Le feu, ça brûle. Bah, tant que tu t'es pas brûlé, bah, tu le sais pas. Donc, bah, t'essayes. Mais après, j'ai quand même, aujourd'hui, j'ai 36 ans. J'ai quand même été dans le salariat pendant un moment. J'ai vu les erreurs, parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup analyser, regarder autour de moi, prendre un peu, si tu veux, le meilleur de chacun pour essayer de me l'approprier et de le transformer justement pour que ça me corresponde, pour pouvoir le mettre en application. Et des coups, tu en prends. Et des erreurs, j'en fais forcément de moins en moins, mais par contre, c'est ce qu'on appelle l'expérience, en fait, ni plus ni Mhm. moins. C'est clair, c'est clair. On dit que la personne, comment on dit, on dit l'intelligent, il apprend de ses erreurs, le sage, il apprend des erreurs des autres. Est-ce que tu as été parfois entouré de gens qui t'ont averti de certaines erreurs potentielles? Oui, que j'ai pas forcément écouté. Ok, ok. Voilà. Et Non, si, non, clairement. si maintenant tu pouvais revenir en arrière de 2, 3 ans, voilà, c'était comme 3 ans d'expérience, au-delà de toute l'expérience que tu avais avant, mais en tant qu'entrepreneur, 3 ans d'expérience, tu reviens en arrière, tu vois le Jérémy de l'époque, quel est le conseil que tu pourrais lui donner et que lui, il va écouter? Bah, c'est très simple, c'est que si je devais me parler à moi-même, je me rappellerais les fondamentaux en fait de la vente. Pour moi, les fondamentaux de la vente, et c'est l'erreur que moi j'ai faite au départ, c'est que j'ai fait l'acquisition de voitures sans avoir les clients. Hmm. Et ça, c'est pas une bonne idée. C'est-à-dire qu'en fait, avant de lancer un business, avant de lancer tout ça, il faut faire quand même une étude de marché, ce que j'avais fait. Mais il faut commencer déjà sa prospection. Il faut commencer justement à essayer de trouver des potentiels clients pour te dire, OK, je démarre.
j'ai déjà de la rentabilité. J'ai déjà de l'argent qui rentre. Et ça, c'est typiquement, je pense que s'il y avait qu'une seule chose que je devais me dire à moi-même il y a 3 ans en arrière, ce serait ça. Très, 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 très bon conseil. Il y a tellement de gens qui se lancent et puis ils se rassurent en faisant un logo, un site web, prenant des bureaux, je sais pas quoi. Le premier truc à faire, vraiment le premier truc à faire, c'est constater qu'il y a un marché des gens qui sont prêts à ouvrir le porte-monnaie pour le produit ou le service que vous avez. Ça, c'est clair et net. Mais justement, en pensant à ton business, c'était une sacrée barrière à l'entrée. Toi, tu as dû acheter des véhicules, peut-être des endroits où les stocker. T'avais quoi comme, t'as fait comment, quoi? T'avais quoi comme fonds? Quelqu'un t'a sponsorisé? T'as hérité? Tu étais riche? Comment tu as fait pour te lancer? J'aurais bien aimé, ça ferait, du coup, j'aurais pris des vacances. Ça fait 4 ans, 4 ou 5 ans que j'ai pas pris de vacances. Donc, tu vois. Non, alors moi, ce qui s'est passé, c'est que bah, forcément, je gagnais bien ma vie dans la vente automobile parce que j'étais un bon vendeur. Donc, du coup, j'avais quand même des fonds propres personnels de côté qui étaient placés sur différents endroits. Donc, j'ai débloqué pour pouvoir, du coup, lancer le business. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le business model que j'ai moi aujourd'hui brûle énormément de cash. C'est-à-dire qu'il faut sortir beaucoup d'argent pour pouvoir faire des acquisitions, pour ensuite avoir du volume et créer de la rentabilité. Donc, ce qui se passe, c'est que j'avais fait une levée de fonds, donc où je suis allé démarcher différentes personnes. J'ai utilisé mon réseau parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même bien dire et relever en permanence, que tu sois entrepreneur ou non. Le réseau, c'est indispensable. Mhm. C'est la priorité dans tout business. Et même personnellement, c'est quelque chose qui est primordial. Et du coup, donc j'avais levé 200 000 francs pour pouvoir démarrer la société, ce qui m'a permis du coup de pouvoir faire de l'acquisition de véhicules sous format de levier, dans le sens où moi les véhicules ne sont pas achetés en cash, parce que c'est une erreur totale et monumentale, parce que sinon ta rentabilité, tu l'as fait qu'au bout de X d'avoir fait l'acquisition des voitures. Donc moi je travaille avec des partenaires financiers qui accepte et autorise du coup ce que moi j'en fais des véhicules, donc mon business. Et ça m'a permis du coup de pouvoir me lancer, de prendre des locaux, de pouvoir faire les travaux. Mais après, encore une fois, comme on disait, j'ai pas appelé des artisans malgré que j'en connais énormément. J'ai fait les travaux moi pendant 2 mois où j'ai dû mettre ma vie de côté, le business en stand-by et de faire les travaux des coups de 10 12 heures par jour sans savoir quel était lundi, quand on était lundi ou quand on était vendredi. Et c'est ce qui m'a permis du coup de pouvoir me lancer. Ok, ok. Donc, quand tu dis j'ai levé 200 000 francs, c'est des gens qui sont devenus actionnaires de la boîte ou c'est des prêts que tu vas C'est rembourser, un prêt, puis... ouais. Ok. C'est simplement un prêt en fait. C'est un prêt qui m'a été mis en place, qui pour placer sur 2 ans, avec une rentabilité du coup annuelle et avec une sortie possible au bout de 2 ans, ou pas, ou partiellement, ou réaugmenter ce montant-là. Mais Ok, aujourd'hui, je détiens 100% des parts de mon entreprise. ok. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui a besoin de fonds? Il y a cette barrière à l'entrée, il doit lever des fonds. Voilà. Pratiquement, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Vraiment, c'est déjà de préparer un business model de fou furieux. Aujourd'hui, erreur que j'ai faite, c'est de ne pas écouter mon épouse et d'aller Mm. démarcher les banques au départ. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance quand même en Romandie de pouvoir avoir le cautionnement roman en fonction des différents projets, etc., qui peuvent se porter caution pour toi par rapport à un prêt bancaire. Et je pense que c'est quelque chose que j'aurais dû faire en parallèle pour pouvoir, si tu veux, avoir, entre guillemets, une banque qui te suit, qui connaît, qui voit, etc., etc. Ça, c'est la priorité. Et le réseau te permet de pouvoir rencontrer ce type de personnes Ok, pour pouvoir lever des fonds. ok, ok. Parce qu'encore une fois, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, alors moi, je ne suis plus un projet, je suis une entreprise. Mais quand on est au stade de projet, bah, il faut être un excellent commercial, un excellent vendeur et avoir un gros réseau pour pouvoir avoir des personnes qui te font confiance pour pouvoir investir de l'argent chez toi. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un risque quand même, hein. C'est clair, c'est clair. Sans confiance, il n'y a pas de business, mais sans relation, il n'y a pas de confiance non plus. Alors parlons un petit peu du réseau. Donc le Club Cartonné, bah, c'est quoi? C'est un réseau d'entrepreneurs, un réseau d'entraide. On se rencontre physiquement, on se rencontre en ligne, on se donne des astuces, on crée des véritables liens, on fait des masterminds pour sortir la tête du guidon, etc. Toi, apparemment, tu sais bien ce qu'est le réseau, tu as un réseau solide, tu l'as cultivé. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui dit, mais moi, j'ai pas de réseau, j'ai pas cette chance, en Suisse, tout fonctionne au réseau, je suis handicapé. Ok, par où on commence pour se créer un réseau?
C'est pas possible de me dire que t'as pas de réseau, ça n'existe pas. Hmm. Non, mais clairement, je m'excuse, hein. Absolument Mais, d'accord. à moins que tu sois un ermite terré dans ta maison, ton appartement, que les volets ne sont jamais ouverts, que tu ne vas jamais au restaurant, boire un verre, discuter, à moins que tu ne sois jamais allé à l'école, c'est pas possible de dire je n'ai pas de réseau. C'est que tu connais forcément quelqu'un. Il y a des personnes qui vont se dire, oui, mais le réseau, c'est professionnel. Oui, mais avant d'être professionnel, le réseau, ça passe par des rigolades, par un restaurant, par un café, par ah bah tiens, regarde, je te présente mon pote, il est fan de moto. Ah punaise, moi aussi. Ah machin. Tu vois ce que je veux dire? En Des fait, c'est humains, ça. quoi. C'est simplement en fait les relations humaines. Le réseau, c'est les relations humaines. Mhm. Quand on dit réseau, on pense toujours tout de suite à professionnel. Mais Mhm. professionnel, pas forcément. La personne que j'ai rencontrée qui a investi 200 000 francs dans ma société, c'est un ami à moi qui travaille dans le milieu de l'assurance, qui connaissait une dame, qui voulait placer de l'argent pour avoir une rentabilité fixe. Et ça s'est fait comme ça. Et en fait, Mhm. la finalité, c'est qu'on s'est croisés à Genève. Ah bah tiens, viens boire un café. C'est un moment qu'on s'est pas vu, etc. Tac, on allait boire un café. Ah bah tiens, tu fais quoi? Bah je fais ça, machin, en ce moment. Ah mais attends, mais moi j'ai une dame qui... Tu vois ce que je veux dire? C'est Tu peux clair. pas me dire que t'as pas de réseau, c'est pas possible. Ça Non, n'existe pas. je suis En vrai, un parfaitement réseau, d'accord ça avec se ça. travaille, ça s'entretient, et en fait, ça fait grandir. À partir du moment où tu as des valeurs, que tu es une personne qui est droite, avec une parole, parce que moi j'insiste beaucoup là-dessus, une parole aujourd'hui, ça se fait de plus en plus rare, ben en fait, on va forcément te recommander, on va forcément parler de toi pour un X ou Y. Et tu sais, moi qui fais pas mal de groupes de réseautage, euh, aujourd'hui, il y a une image qui est toujours très bonne, c'est qu'en fait, toi, tu es tout seul. Et autour de toi, tu as, on va dire, la population à qui tu veux vendre tes prestations, tes produits, etc., etc. Mais entre ces gens-là, il y a d'autres personnes que tu connais certainement et qui peuvent te mettre en relation et en contact, etc., etc. Et cetera. Et en fait, il faut pas être gêné pour dire, bah tiens, est-ce que par hasard, dans ton réseau, tu aurais peut-être quelqu'un ou tu n'aurais pas un pote ou un truc qui ferait ça, etc., etc. Parce que, au final, ce qu'il faut se dire, c'est que on est dans un monde de requins aujourd'hui dans tous les types de business. Il y a une forte concurrence à tous les niveaux, à moins que tu aies inventé un truc qui n'existe pas. Mais c'est gratuit, le réseau. Une personne qui va te recommander, en fait, elle va le faire par envie, par bienveillance, etc., etc., comme les réseaux sociaux. Les personnes qui seront les meilleures pour pouvoir t'aider à avancer dans ton business, c'est tes potes, tes proches, ta famille. Parce que un like, ça coûte rien. Partager une vidéo, ça coûte rien. Dire, ah bah tiens, j'ai mon pote, mon beau-frère, mon frère, ma sœur, il a monté une entreprise de location. Ah punaise, c'est intéressant, parce que du coup, je suis témoin d'un mariage, il cherche une voiture. Tu vois? C'est Faut clair. pas se gêner, parce que c'est Ouais, gratuit, en fait. c'est ça, c'est ça. On n'est pas là à C'est ouais. quémander ou à quémander de l'argent, parce qu'aujourd'hui, forcément, l'argent, des fois, est tabou. Alors moi, j'ai absolument aucun tabou avec ça. Mais on n'est pas là à quémander de se dire, ah bah tiens, est-ce que tu aurais une cigarette? Est-ce que tu aurais 10 francs? Est-ce que tu aurais un sandwich? Non, on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans le fait, bah tiens, tiens, bah au cas où, si tu entends parler, j'ai monté ça comme business, ça coûte rien en fait. Mhm, mhm. Ouais, c'est que Donc c'est. dans la tête de certains, ils pensent que le réseautage, c'est aller avec des événements, habillé d'une certaine façon, parler d'une certaine façon, tenir son petit verre, cumuler des cartes. Mais c'est pas ça. Le réseautage, c'est simplement créer des Ouais. liens avec des vrais gens, s'intéresser à eux, créer de la sympathie par réciprocité et faire en sorte que les gens se pensent à toi ou même encore mieux, commencer toi par donner de la valeur aux gens. Je veux dire, si tu parles simplement de ton projet, tu penses que tu n'as pas de réseau, tu parles de ton projet juste à une personne et tu lui dis à qui mon projet pourrait apporter de la valeur, ou bien quand je te parle de ça, tu penses à qui? Il va forcément penser à quelqu'un. Ok, tu peux me mettre en relation, tu as déjà doublé ton réseau, tu es passé de une personne à deux personnes, tu as déjà un réseau. Si Clairement. chaque personne que tu rencontres, tu lui apportes de la valeur, là par exemple on a un échange, toi et moi on passe un bon moment, on est en train de construire un réseau. Les gens ils nous Clairement. voient en ligne, c'est un réseau virtuel, mais tôt ou tard ils vont nous rencontrer, c'est du réseau. Voilà, donner quoi, donner, donner, donner. Merci pour cette masterclass. Ouais, avec plaisir. Comment tu as trouvé tes tout premiers clients? Les premiers clients ils sortent d'où? Tu as fait comment? Vers le réseau. Raconte, Encore une raconte un fois. peu comment le réseau Encore une t'a fois. aidé. Ouais. Bah, pour donner un ordre d'idée, en fait, quand j'ai démarré la société, au départ, je faisais de l'achat-vente parce que c'est ce que je savais faire. Et en Ok. fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui, ça faisait déjà 15 ans, pratiquement 16 ans que je faisais ça. J'en avais marre et je voulais faire quelque chose qui me fasse plaisir et qui, en fait, génère de l'émotion. Moi, pour moi, F-Motor, c'est générateur d'émotion.
Et du coup, c'est très simple, c'est que je discutais avec un ami et je lui dis bah tiens, machin, je fais ça. Il me dit bah tiens, viens, je suis dans un groupe de réseautage, je passe une fois pour voir, j'y vais. À ce moment-là, je pitch 30 secondes ce que je fais. Il y a une personne qui vient me voir. Ah ben écoute, moi, je suis bénévole dans un festival de l'automobile qui s'appelle Carburacker, qui a lieu du côté français à Divonne-les-Bains, à côté de mes bureaux. Je fais ça, etc. Ah, génial, mais attends, mais tiens, on va se faire un road trip. Moi, j'ai une Audi RSQ3. J'ai mon neveu qui voudrait louer une Porsche. Et en fait, ça démarre comme ça. Le début, c'est comme ça, c'est bouche à oreille, c'est tiens, bah, je fais ça aussi ou mi. Et puis après, après, on rentre dans le dur, hein. Après, c'est site internet, réseaux sociaux, SEO, SIA, groupe de réseautage, bouche à oreille, etc., etc. Mais le départ, ça s'est fait comme ça. C'est vraiment, tu discutes, ah bah tiens, ouais, j'ai lui, ça l'intéresserait. Et ça démarre Mhm. comme ça. Donc, en fait, tu crées de l'action par l'action. Tu fais un premier pas, tu rencontres Toujours. des gens, ça te donne des nouvelles idées, tu passes à l'action. Tu sais, moi, je faisais beaucoup de sport à l'époque. Maintenant, j'ai bien moins le temps. Mais on m'a toujours dit une chose. Tu sais, je vais te poser la question, parce que vu que tu me poses beaucoup de questions, je vais me permettre de te poser une question. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans le sport? Le premier pas, commencer. Ouais, bah, vulgairement, c'est de lever son cul du canapé pour aller à la salle de sport. C'est clair. Ou ne serait-ce que de se lever de son canapé pour s'allonger et faire une pompe. Ouais, Tout est une action. Il faut savoir se faire violence, hein, c'est ouais, comme pour ouais, tout, ouais. hein. Mais bon, toi, tu vends des voitures, c'est la même chose. Mettre la première, c'est ce qui demande le plus d'énergie pour faire bouger le véhicule. Une fois qu'il y a ce mouvement, bah, c'est de plus en plus facile, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis, de toute façon, dans l'entrepreneuriat, il n'y a personne qui va le faire à ta place, hein. Ouais, ouais, c'est clair, hein, c'est la vraie vie. Et tu es responsable de tout, tu as toutes les casquettes. Toi d'ailleurs, enfin, on va un peu dans tous les sens, mais c'est un véritable échange authentique pour ceux qui nous écoutent. Tu as fait le choix, en tout cas jusqu'à présent, d'être seul. T'as pas d'associé, t'as pas de salarié, donc tu fais littéralement tout dans ta boîte. Oui. Déjà, est-ce que c'est vraiment un choix ou c'est juste que pour l'instant c'est trop tôt pour recruter? Alors, j'ai essayé justement de prendre quelqu'un pour s'occuper de la partie marketing de mon entreprise. Et moi, je suis une personne qui a toujours été objectivée dans les finances. C'est-à-dire qu'en tant que vendeur, tu as un fixe, puis après, tu as des objectifs à réaliser pour des commissionnements, etc. Ok. J'ai essayé de mettre une personne comme ça qui était assez jeune parce que les réseaux sociaux, bon, bah maintenant, je suis pas si vieux, j'ai que 36 ans, mais si tu veux, il y a des jeunes de 20, 25 ans qui sont nettement plus calés que moi à ce niveau-là. Et aujourd'hui, c'est de la publicité qui est gratuite. Donc, j'ai essayé de prendre quelqu'un avec moi à ce niveau-là, mais le problème, c'est que je suis toujours en fait en pleine accélération et toujours en plein développement de l'entreprise. Et j'essaye de prendre du temps, de me donner corps et âme, etc., etc. Je passe très peu de temps avec mes enfants. Tu vois, ma fille va faire 5 ans bientôt, mon fils aura 11 ans. Euh, donc, prendre du temps, je veux bien, parce que je suis passionné par ce que je fais. J'adore ce que je fais, j'y vais avec les triples cœurs, enfin, j'y vais vraiment à fond. Et aujourd'hui, je me rends compte que je préfère être seul pour continuer en fait à mettre des process des gens en place, etc., etc. De pouvoir arriver à moi, entre guillemets, parce que bah, comme on le discutait un petit peu avant, arriver à, entre guillemets, à me verser un salaire qui me permette de vivre normalement sans flamber, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je veux tout réinvestir dans l'entreprise pour faire grossir l'entreprise. Mais je vais déjà commencer par ça, pour ensuite prendre quelqu'un avec moi, que tous les process soient bien mis en place, etc., etc. Et cetera. Et le plus dur, dans une gestion d'entreprise, dans une entreprise, c'est l'humain. Mhm. C'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et comme me le dit souvent ma femme, je ne peux pas me permettre de demander aux autres d'être comme moi. Mhm. Je suis un être humain, je suis unique comme tout le monde, on est tous uniques à notre manière. Et c'est pour ça que pour l'instant, je préfère faire les choses moi-même, même si ça demande du temps, de l'énergie, de la fatigue, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais voilà, aujourd'hui, je préfère être tout seul. Quand je prendrai quelqu'un, c'est vraiment pour pouvoir me dire, OK, là, j'en ai vraiment besoin pour pouvoir continuer à me développer et à évoluer. Avant ça, c'est pas la peine de prendre quelqu'un avec moi. C'est très intéressant. Beaucoup de choses que tu dis sont intéressantes. Déjà, je déduis, petite parenthèse, que ta femme est quand même le centre névralgique de ton réseau. Tu échanges beaucoup avec elle. Donc, en réalité, même si elle n'est pas dans la Oui. boîte, tu l'écoutes beaucoup. En tout cas, tu échanges beaucoup avec elle. Donc, ça t'aide certainement aussi à prendre du recul et à sortir la tête du guidon, avoir des feedbacks. Donc, ça, c'est bon. Petit aparté pour préciser que la question de la clarté stratégique et du passage massif à l'action, c'est clairement ce qui m'a aidé le plus à progresser dans mes business ces derniers 2-3 ans.
Pourtant, j'ai créé mon premier business en 98, celui qui m'occupe encore actuellement en 2000. Mais c'est vraiment ces deux choses, la clarté stratégique et le passage massif à l'action, qui m'ont fait le plus avancer. Comment? Grâce à un mastermind, un groupe de pairs, petit groupe de confiance où je pouvais exposer des problématiques et rien que le fait de pouvoir en parler et de bénéficier de l'intelligence collective de ce groupe, ça m'a vraiment permis de me débloquer, sans compter la saine redevabilité envers ce groupe parce qu'on se fixe des objectifs et très régulièrement on fait des points pour savoir où on en est. Alors si ça t'intéresse, si toi aussi tu veux briser ton plafond de verre, où que tu sois en francophonie, que tu sois en Suisse romande, que tu sois en France, en Belgique, au Canada, en Afrique francophone, où que tu sois, tu peux aller sur cartonnet.com, tu cherches la rubrique Mastermind, et là tu vas voir comment ça fonctionne, comment on fonctionne, quelles sont les règles, quels sont les critères aussi pour rejoindre un tel groupe Mastermind. Et peut-être que tu pourras postuler parce que tu seras intéressé, tu voudras toi aussi avancer sur ces sujets. Et voilà, c'est ce que je t'invite à faire. Moi, c'est ce qui m'a le plus aidé. Je suis ravi d'avoir créé ce Mastermind. Et peut-être, qui sait, on se croisera lors d'un de ces immersions, un de ces événements de notre Mastermind Cartonnet. Donc tu vas sur cartonnet.com et tu cherches Mastermind. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que tu es seul, mais tu parles déjà de process. Je vois beaucoup de gens qui sont seuls, qui ne savent même pas ce qu'est un process et ils recrutent avant même de mettre en place des process. Est-ce que tu peux nous Voilà. expliquer l'importance ou c'est quoi concrètement pour toi un process? Pourquoi c'est important? Comment tu fais? C'est simple, je vais faire une image qui est liée à l'automobile, forcément c'est mon milieu. Euh, Quand tu crées une voiture, bah, en fait, il faut déjà t'entourer des bonnes personnes pour la créer, mais partons du principe que c'est toi. Tu veux créer un prototype de véhicule, etc., etc. Il y a toujours des bases, en fait. La base, en fait, pour pouvoir maintenir un moteur, maintenir des roues, maintenir un volant, etc., etc., c'est le châssis. Et le châssis, pour moi, c'est les fondations d'une entreprise. C'est-à-dire que quand tu crées une société, tu as des statuts. Et sur tes statuts, tu as ce que tu fais exactement et ce que tu veux faire dans ton entreprise. Ça, déjà, en fait, c'est la base la plus importante. De savoir exactement ce que tu veux faire et comment tu veux le faire. Après, tu as forcément, en fait, bah, comme dans une voiture, pour l'assembler, tu as besoin d'outils pour le faire. D'accord? Bah, du coup, moi, mes outils, ça va être mon CRM, mon fiduciaire, ça va être mon site internet, etc., etc. Donc, tous ces éléments, moi, je les ai tous développés et mis en place moi. En tout cas, je suis pas webmaster, c'est pas moi qui ai créé le site internet, mais j'ai réussi à trouver quelqu'un qui a réussi à prendre ce que moi j'avais dans la tête pour le matérialiser. Et aujourd'hui, j'ai un système qui s'appelle Odoo que j'ai fait configurer, qui est une machine de guerre où je sais le moindre centime qui rentre, le moindre centime qui sort. Et je suis quelqu'un déjà de base de très organisé. Donc c'est très important de pouvoir avoir tous ces outils. Moi, ça me permet de scaler un maximum parce que les outils sont en place, le site internet est en place, la gestion des leads est en place. Tout est en place. Et ça me permet du coup de pouvoir arriver à fonctionner tout seul. Mhm. Donc cette structure que tu as mis en place, donc ces procédures avec les bons outils font que si un jour tu devais te déléguer, bah, la personne n'a pas besoin de réinventer la roue, elle ne doit pas être C'est ça. comme toi, mais elle peut travailler Et puis même au-delà de ça, je vais te donner un autre exemple. Moi, c'est ce que je fais, parce que j'ai Odoo sous les yeux sur mon écran d'à côté, hein. Mhm. C'est que j'ai un petit onglet connaissances, c'est-à-dire qu'en fait, imaginons, moi, je fais moi-même mes réconciliations bancaires. Mhm. D'accord. Donc, je gère mes factures envoyées aux clients, je gère mes factures fournisseurs, je gère mes paiements, et en fait, je fais ma réconciliation bancaire qui me permet du coup de pouvoir éditer un bilan ou un grand livre ou un compte de résultat via mon Odoo en 2 clics. Ok, D'accord? ok. Et en fait, par rapport à ça, tu te dis, ok, je le fais, mais imaginons, il y a parce que je reste un être humain, hein, je suis fatigué, ou j'ai un petit souci, ou j'ai un coup dans l'aile. Ah mince, je sais plus. Bah, au lieu de devoir me reformer, bah, en fait, ce que je fais, c'est que quand justement j'ai une tâche comme ça, qui est des éléments qui font vivre et tenir l'entreprise, bah, en fait, je me crée justement des fiches Mhm. complètes avec des screenshots, avec des flèches, des ronds, des détails, etc., etc., pour me dire, OK, si je veux récupérer un camp, bah, il faut que j'aille là, puis je clique là, et puis en fait, ça va être en automatique, etc., etc. Donc, je crée vraiment, en fait, des fiches complètes qui me permettent, même pour moi, parce que je suis un être humain, de revenir dessus en cas de besoin, parce que, ah mince, j'ai oublié comment fallait faire, ah mince, là, j'ai mal fait, OK. Et du coup, je crée d'autres fiches en parallèle, dire ok, si tu as fait ça mais que ça n'a pas joué, bah hop, tu peux partir là-dessus et faire ça comme ça, tu vois. Tout est numérique chez moi, je n'imprime pas de papier, tout se fait en numérique, tout se fait à distance avec les clients. Et du coup, je peux malgré tout le gérer ou imaginons, comme ça m'arrive pendant mon accident, de plus pouvoir me servir de mes mains,
Bah, de dire à ma femme, tiens, tu cliques là, tu cliques là, tu cliques là, tu l'envoies. Le paiement, ça se fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tant que je sais me servir de ma bouche ou de mes doigts, ça fonctionne et je sais le faire fonctionner. Ça pose absolument aucun problème en fait de mon côté. Et je vais dire, bah tiens, tu vas là, t'as ça, tu le trouves à tel endroit, tu prends ça, le véhicule peut être parti, revenir, aucun problème à ce niveau-là. Franchement, félicitations, chapeau, parce que je connais plein d'entrepreneurs que j'accompagne ou qui sont simplement des potes qui ont des équipes, même d'une certaine taille, à 20, 30 personnes qui n'ont pas mis en place ce genre de truc. Donc, en fait, l'entreprise dépend d'eux. Ils sont dans l'entreprise et pas sur l'entreprise. Alors que toi, bien que tu sois encore solopreneur, tu as mis en place des process comme pourrait le faire une franchise, etc. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Franchement, c'est génial. C'est vraiment un bel exemple que tu nous donnes là. T'as eu cette Après, idée tout seul c'est ou... bien et pas bien, hein. Ah, explique pourquoi ce serait pas bien. C'est bien et pas bien dans le sens où moi de mon côté, j'aurais dû, tu vois, comme je disais tout à l'heure, j'aurais dû d'abord aller trouver des clients et Ah, peut-être mettre les process en même temps, tu vois. Je ah me ok. suis beaucoup concentré sur les process pour pouvoir avoir les outils, etc., pour qu'on soit sur quelque chose qui soit picobello. Il faut, voilà, c'est pour ça qu'il faut, c'est très important de le faire. Moi, je suis d'avis de le faire dès le départ parce que, tu sais, on m'a toujours dit, le stress, en fait, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Mhm, Le mhm, stress est généré uniquement par une action ou une tâche ou quelque chose qui va se passer que tu ne maîtrises pas. mhm. Le stress aujourd'hui, c'est dans les bouches et dans les têtes de tout le monde. Donc c'est très important de faire attention à ça. Mais j'aurais beaucoup plus mis l'accent sur ma prospection, l'acquisition de clients, etc., en parallèle de mes outils. Ok, ok. Alors, l'ordre dans lequel on le fait, je suis tout à fait d'accord. Ça sert à rien de vouloir processiser un truc qu'on n'a pas encore fait. Sinon, on est trop dans la réflexion et dans la théorie. Mais une fois que tu l'as fait deux, trois fois, une fois que tu as, voilà, tu prenais l'exemple de la réconciliation bancaire, l'outil, il est là. Il n'y a plus de raison de, enfin, tu le fais une fois, deux fois. Faut faire un process. Tu as très bien fait de le faire. Voilà. Mais c'est clair, fallait pas commencer par ça. On est d'accord. Mais chapeau, vraiment, chapeau. Peu importe l'ordre, ce qui compte, c'est de passer à l'action. Et comme j'aime souvent le dire, fait est mieux que parfait. Et il y en a qui ne font jamais parce qu'ils cherchent la perfection. Donc, bravo, Parce que Jérémy. tout le monde est en attente de se dire mince, mais si ça, mais si ça. Mais tant que t'as pas essayé, tu ne peux pas savoir. C'est clair. Et je vais te dire, hein, et puis j'ai pas honte de le dire, hein, ça m'est arrivé des fois de monter dans ma voiture et de fondre en larmes, de me dire mais mince, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est une bonne idée? Etc., etc. Et cetera. Et en fait, c'est ma soupape de dépression. Paf, j'ai lâché, j'ai lâché prise pendant quelques instants. Et en fait, derrière, je me dis, mais non, jamais de la vie. Allez, poussez-vous de devant, écartez-vous tous, parce que de toute façon, c'est soit vous poussez, soit dans tous les cas, je vais passer. Tu vois. Et tu te dis, mais souvent, c'est une remise en question perpétuelle, t'es en stress, t'es pas bien, tu pleures, tu te plains, t'as des idées noires, mais la finalité, en fait, c'est de te dire, ok, tu peux te faire critiquer. Ça, c'est ce qu'il y a de pire, tu vois. Surtout, je parlais de réseaux sociaux tout à l'heure. Ma toute première vidéo que j'avais postée sur les réseaux sociaux, elle avait fait 6000 vues pour moi. Imagine, même, mais 6000 personnes dans une salle en face de toi, c'est un truc de zinzin, hein. Mhm. Et puis c'était, oui, de toute façon, nanani, nanana, nanani, nanana, pour pas citer des noms et pas donner de nom d'oiseau. Et au final, tu te dis, ouais, ok, d'accord, mais c'est tellement facile, t'es assis derrière ton smartphone en train de critiquer ou derrière ta télé, etc. Mais toi, tu fais quoi? Et c'est ça, en fait, c'est cette négativité, tout ça, faut le transformer en force, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Alors, dans ces moments aussi, pour ceux qui nous écoutent, quand tu as l'impression que tout va mal, c'est difficile, qu'est-ce qui te donne de la force et du courage? C'est une excellente question, ce que tu es en train de me poser. Moi-même. Moi-même, parce que j'ai vécu des moments difficiles, j'ai eu des coups durs, et j'en aurai toujours, et je me ferais chier, je pense, si c'était pas le cas. Et en fait, c'est que j'ai toujours une phrase dans ma tête qui est gravée au fer rouge. C'est de toute façon, t'as pas le choix. Je saurais pas t'expliquer, je saurais pas te le matérialiser ou te l'imager, mais je me dis, dans tous les cas, je n'ai pas le choix. Je dois y aller et je dois y arriver. Et en fait, c'est mon moteur, c'est mon carburant. C'est clair, c'est clair.
Donc vous êtes les seuls sur le marché suisse à avoir lancé un certain concept. Comment tu as trouvé ce concept? Est-ce que tu as dû faire des pivots? C'est quoi le secret pour innover dans un domaine particulier? Alors honnêtement, il n'y a pas de secret. Hmm. J'ai rien inventé. Je te le dis clairement, je n'ai absolument rien inventé et j'ai plus le nom en tête, c'est dommage parce que ça aurait fait une très belle chose qui aurait été intéressante justement pour les personnes qui vont regarder ou écouter ce podcast. C'est qu'il y a trois entrepreneurs qui sont trois frères ils n'ont jamais rien inventé. Ils ont toujours tout copié, mais en l'améliorant et aujourd'hui, c'est des personnes qui pèsent des milliards. J'ai rien inventé, je me suis inspiré. C'est-à-dire que quand je travaillais chez Amag a mis en place un système d'abonnement. Mais pour tout ce qui est véhicule électrique, ou du moins véhicule aussi thermique hybride, mais sur du véhicule, on va dire, généraliste. Je me suis mis dans une niche spéciale qui est le premium luxe. Ou par exemple, chez Audi, je vais avoir la voiture la plus puissante ou la plus haut de gamme des Audi A3 par exemple. Chez Mercedes, pareil. Et puis après, on passe chez Porsche, Ferrari, Lamborghini, etc., etc. Mais toujours en fait d'avoir, entre guillemets, quand quelqu'un vient acheter par exemple une Audi A3, de se dire ah, un jour j'aimerais bien me payer une S3, mais un jour j'aimerais bien me payer une RS3. Et bien je suis tout de suite parti en fait sur ce step du rêveur. De me dire ok, il y a ça. Et en fait, personne ne le proposait en Suisse. Je me suis dit ok, moi ce que je veux c'est de rendre l'inaccessible, entre guillemets, en fonction de la classe, je dirais, financière, j'ai envie de rendre accessible en fait ces éléments-là. Et de me dire, ok, aujourd'hui par exemple, tu as des gens qui veulent faire l'acquisition d'une Ferrari. D'accord? Mais qui se disent, c'est pas possible, mon entreprise est trop jeune, mais pourtant je fais du chiffre, j'ai un super bon EBITDA, la rentabilité est top, tout roule, j'ai pas besoin de financement, etc., etc. Mais les banques, non, monsieur, votre société n'a qu'un an, elle a que 2 ans, ou alors pourquoi vous voulez prendre une Ferrari sur votre entreprise? Pourquoi ci, pourquoi ça? Non, moi, en fait, j'ai cassé toutes ces barrières. C'est-à-dire que, bien évidemment, je fais attention aux finances de mes potentiels ou futurs clients, ce que moi j'appelle des abonnés, mais dans la logique des choses, moi, c'est un système d'abonnement. Tu payes ta mensualité. Imaginons, il se passe un mois, tu te dis, mince, le mois prochain, j'ai mal joué mes finances, ça va pas le faire, c'est pas possible. Moi, mon client, il m'appelle, il me dit, écoutez, le mois prochain, j'y arriverai pas. Il vient, il la pose. Je vais pas lui dire ah non, mais vous pouvez pas payer, mais vous pouvez pas rendre la voiture comme ça, parce que c'est ça le leasing et le monde de l'automobile, hein. Vous avez quand même une valeur résiduelle sur la voiture, puis il y a une valeur de marché, et puis si vous voulez arrêter, il va falloir sortir 30 000 ou 15 000 ou 5 000 en fonction du portefeuille de chacun. Oui, mais je les ai pas. Si je vous dis que je veux la poser parce que j'ai pas l'argent, c'est que je peux pas. Ah ben on va vous mettre aux poursuites. Ah ben du coup vous allez avoir une mauvaise notation auprès de la DZEC, etc. J'ai pas tout ce genre de choses. Ok, ok. Jérémy, tu as fait le choix d'avoir un business model basé sur l'abonnement. Quels sont les pour et les contre pour un entrepreneur d'un business basé sur l'abonnement? Et que, quand tu es vendeur de voiture, les clients qui viennent t'acheter une voiture, c'est parfois par dépit ou parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils doivent se rendre au travail pour gagner de l'argent, pour payer leurs factures. Moi, les personnes qui viennent chez moi, c'est des personnes en fait qui viennent se faire plaisir, Mhm. tu vois. Et ça, pour moi, c'est bénéfique. Parce que ça me fait du bien pour moi en tant qu'être humain de me dire que quand les clients viennent ici, c'est pour leur... Moi, je leur génère du plaisir et eux viennent chercher du plaisir et de l'émotion. Ça, pour moi, c'est les pour, tu vois. Toutes ces choses-là, c'est les pour. Après, les contres, j'ai pas de contre. Je pensais à ça en t'écoutant. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, tu es dans le secteur un peu du luxe en période de crise, ou quels sont les premiers trucs qu'on va couper s'il y a de nouveau un autre Covid, etc. Je me fais un peu l'avocat du diable, hein. Est-ce que ça fait partie de tes menaces pour ton business? Alors oui, ça peut faire partie de mes menaces de mon business, ça, c'est sûr et certain, parce que si on nous empêche aujourd'hui de pouvoir rouler, on sera coincé. Sauf que l'avantage, c'est qu'on n'a pas la mentalité chez nous comme ils ont en France, où du coup, on te coupe les vivres, on te coupe tout ce qui va avec. Et puis j'ai envie de te dire, au final, je tombe super bien, parce que le Covid, il a eu lieu, mais on n'a jamais été préparé à ce genre de choses. Mais la prochaine fois, on le sera. Donc pour quelle raison ça serait le cas? Et puis si c'est impacté chez moi, ça va être impacté dans tout le monde de l'automobile. Et encore une fois, si la question, bien évidemment, je me la suis posée parce que tu pèses le pour et le contre. Mais la finalité, c'est que si je m'étais vraiment penché là-dessus, Joseph, j'aurais pas lancé la boîte, je serais corps salarié. Parce C'est que j'aurais pas pris la décision de prendre le risque, en fait.
C'est une excellente réponse et je suis content que tu l'aies dit parce qu'il y a tellement de gens qui passent pas à l'action parce qu'ils voient tous les potentiels problèmes qu'ils pourraient avoir. Et la réalité, c'est que tout ce qu'ils imaginent n'arrivera jamais. Ils auront bien d'autres problèmes qu'ils n'ont jamais imaginés. Mais c'est juste que si on est sur le quai de la gare en disant oui, mais va se passer ci, va se passer ça, on va jamais monter dans le train et on va jamais vivre des expériences extraordinaires. Moi, je préfère vivre avec des échecs que vivre avec des regrets. Parce que les regrets, ça va te suivre jusque dans ta tombe. Les échecs, bah, une fois qu'ils ont eu lieu, ils ont eu lieu. Il faut quand même qu'ils soient mesurés. Attention, parce que moi, je mets un gros point d'honneur à dire que j'ai ma femme et mes enfants. Je suis plus tout seul, C'est tu clair. vois. Donc le risque est complètement mesuré. Mais il y a malgré tout, même si c'est 1%, il y a quand même du risque. Mais les regrets, c'est pas pour moi. C'est clair, c'est clair. Ok, excellent. Dans ton activité quotidienne, tu as parlé d'un outil qui s'appelle Odoo. Alors, il y a d'autres CRM, d'autres outils qui permettent de gérer la relation avec les clients, mais prenons n'importe quel outil, peu importe. Quels sont les KPI, donc les indicateurs clés de performance que tu suis pour voir un peu l'évolution de ton business? C'est quoi les chiffres que tu suis au quotidien ou par semaine ou par mois? Alors, il y a des chiffres que je suis mensuellement. Et après, sinon, moi, je suis quelqu'un qui suit très souvent au quotidien, justement, les chiffres, vu que c'est moi qui m'occupe de toutes ces parties-là. Moi, j'utilise beaucoup, en fait, tout ce qui est comptabilité analytique pour mes voitures. C'est-à-dire que je connais quelles sont mes charges de véhicule et il faut que je puisse calculer ma rentabilité et mon immobilisation financière potentielle que je peux avoir sur certaines voitures pour me dire, OK, cette prise de décision n'était pas bonne sur ce véhicule-là. Ou alors celle-ci, bah tiens, ça c'est un véhicule qu'on va pouvoir dupliquer parce qu'on se rend compte qu'il y a une forte demande et une forte rentabilité du coup et très peu d'immobilisation en fait financière sur cette voiture. Donc ça c'est quelque chose que je suis énormément. D'autres choses que je suis beaucoup, c'est moi je fais du Google Ads. Mhm. Donc du coup je suis énormément en fait pour savoir exactement combien me coûte un leads, tu vois, de personnes qui va cliquer sur le site. Des fois on va dire que je suis un grand malade, mais c'est comme ça que moi je vois les choses. C'est rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire que quand je balance 1500 francs par mois dans Google Ads, ok, d'accord. Dans quel mot? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ok, là on met du budget à tel endroit, ça ne fonctionne pas très bien. Là ça fonctionne, on va déplacer ce budget à cet endroit-là pour que ça fonctionne. Je fais des tests, forcément, parce que bah, je n'ai pas de boule de cristal et je n'ai pas la science infuse. Mais par contre, je suis absolument tout ce que je fais en permanence. J'ai WhatsApp sur le site internet. Il y a des personnes qui aiment bien aller vite, qui vont pas remplir de formulaire de réservation, qui vont me contacter par WhatsApp. Moi, je le fais, ça prend littéralement mais 30 secondes. Je me dis, ok, tac, un lead récupéré par WhatsApp, qualifié ou non qualifié. Comme ça permet de me dire, ok, je continue là-dedans, je continue pas là-dedans. Est-ce que par la suite, on aura besoin d'embaucher quelqu'un qui va peut-être s'occuper uniquement que de ces leads-là, etc., etc. J'ai des trackers de partout. J'ai des voyants de partout. Rien ne se perd chez moi. C'est comme ça que je fonctionne. Et c'est là où les chiffres que je regarde, quelles sont mes charges? Ok, là, ce mois-ci, on a peut-être fait moins. Est-ce que je pourrais pas réussir à cutter un peu ou diminuer ces charges-là? Ok, cette année, par exemple, bah, 2025, je me suis rendu compte, bah tiens, ok, les chiffres n'ont pas été très bons à ce niveau-là. Pourquoi? Ah oui, on a fait un nouveau site, on a mis ça en place, on a designé ça, etc., etc. Ok, donc mon budget marketing pour l'année prochaine, tac, je me fais mon budget pour 2026, il faut qu'il soit de temps et je le dépasse pas si je veux réussir à réaliser les objectifs que j'ai besoin pour augmenter la croissance de l'entreprise, tu vois. Je suis Excellent. tout en permanence. Le Très, SEO, Google Search, ok, tiens, on a baissé un peu en termes comment dire, de position Google. Ok, d'accord, tiens, les avis Google, tiens, on manque d'avis Google, ça va nous permettre de booster. Hop, bah du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Mise en place. Mes clients, quand ils réservent un véhicule chez moi, ils reçoivent 24 heures avant un mail de confirmation, l'heure du rendez-vous, l'adresse, etc., etc. Quand le client revient, quand moi j'indique que le client dans le système est revenu, parce qu'on le fait automatiquement, le client reçoit un mail de satisfaction avec un lien directement pour aller sur Google, pour pouvoir donner son avis, etc., etc. excellent, C'est, excellent. Non. je trace tout, les anniversaires des clients. C'est bête, tu vois. Mais comment tu fais pour pouvoir, entre guillemets, te créer un portefeuille client fidèle? Parce que fidéliser la clientèle, c'est ce qu'il y a de plus difficile et de plus important. Anniversaire.
Ils reçoivent tous un anniversaire, machin, etc. Moi, je note mes clients, j'ai fait de la vente. Ok, tiens, il est passionné d'automobile, il est passionné par les chevaux, pas ci, par ça, etc., etc. Là, par exemple, moi, j'étais présent sur le loto. Bah tiens, j'ai envoyé des billets à des clients à moi que je connais, qui aiment bien les voitures, etc. C'est des toutes petites choses. Mais Mais à partir du moment où tu as réussi à faire un ancrage, j'ai une question par rapport à ça parce que moi je le fais jamais et j'entends beaucoup qui le font, mais je me dis, mais est-ce que ça a du sens de souhaiter un bon anniversaire le jour où tout le monde va le faire et puis les gens ils savent, bon, ils le font, c'est du commercial et tout. Est-ce que ça serait pas plus smart de le surprendre à un autre moment avec un petit billet, avec un petit cadeau, à un moment où t'es pas en concurrence avec les autres félicitations? alors ça c'est sûr, mais après en fait ça dépend. Et puis c'est comme tout. Tu sais, je vais te dire, on va faire une image et tu vois, ça va répondre à ta question. Tu prends, on est deux hommes, je suis pas macho, mais tu prends cinq femmes, d'accord? Tu les habites toutes d'une manière différente. En soi, ce sont cinq femmes, d'accord? Mais elles ont toutes, imagine tu fais de l'IA, d'accord? Elles ont toutes le même visage, la même coupe de cheveux, bac, ça, etc. Et elles ne parlent pas, parce qu'un Mhm, mail, ça parle pas. C'est de la lecture. Mais le visuel que tu vas avoir devant toi, la manière dont ça va être présenté, c'est ça qui va faire la différence. mhm. Ah, Et donc tu te tout est démarques par la forme, c'est pas juste félicitations, bon anniversaire. comment c'est fait, la présentation de comment c'est fait, l'accroche, comment elle est faite aussi, etc., etc. Et cetera. Et puis après, moi, je suis pas quelqu'un, si tu veux, parce que personnellement, ça m'agace des mails, on en reçoit toute la journée. On reçoit des mails maintenant comme des WhatsApp. Mhm. Mais moi, l'entreprise n'envoie jamais de mail aux clients. Jamais. Quand je te dis jamais, c'est jamais. Donc quand ils reçoivent un mail, ils savent que, ah tiens, bah oui, c'est vrai, je vais récupérer ma voiture. Ou alors ils reçoivent un mail, ils disent, ah tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, etc. Et ça a plus d'impact que Google Ads qui m'envoie des mails toutes les semaines. Oui, prenez rendez-vous avec telle personne. Les abonnés, au revoir, merci. Ciao, ciao. Ok, ok. Tu vois, c'est ça qui fait aussi un peu les éléments. Moi, mon objectif par la suite, parce que j'ai plein de choses en tête et plein de visions en tête, mais c'est d'envoyer des coffrets cadeaux pour les anniversaires des clients. Mhm, mhm. C'est sûr que là J'ai tu te déjà démarques. des process en place, je sais déjà avec qui je vais le faire, comment je vais le travailler, etc., etc. Mais j'ai pas encore l'argent, le budget nécessaire pour le mettre en place. Mais tu vois, c'est des petites attentions qui font que. Ouais, 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 ouais. Est-ce qu'il y a un autre canal d'acquisition? Bon, c'est déjà pas mal, hein, pour une boîte. Est-ce qu'il y a un autre canal que tu utilises? Bah, après, les réseaux sociaux, spontanément, sans avoir besoin d'utiliser de l'ADS, Ah ouais, bien vu, ouais. ça, et puis en fait, ma propre personne. Je m'explique. C'est-à-dire que ça m'arrive des fois, par exemple, de prendre, par exemple, un véhicule et puis d'aller démarcher les hôtels qui me connaissent déjà. Ou ne serait-ce Hmm. juste même, tu sais, d'aller boire un café. J'y vais, je me pose, je bois un café. Ah bah tiens, Jérémy, comment tu vas? Bah top et tout. Punaise, attends, bah tiens, regarde, il y a un client là qui est à côté en train de boire un café. En fait, si tu veux, imagine, tu sais, comme on disait à l'époque, parce que moi j'ai connu la création d'Internet, hein, on disait c'est une toile. Mhm. Et ben c'est pareil, c'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, moi je suis le centre avec cette petite araignée et je tisse ma toile un peu de partout. Mais si je vais pas de temps en temps, si tu veux, bah, dire ah là il y a un petit bout qui est en train de se décrocher ou il y a moins, c'est moins solide et que je n'y vais pas, bah je peux pas entre guillemets me dire ok je peux continuer à côté. Ça va dépérir au fur et à mesure. C'est de l'entretien. Et c'est pour ça que bah, il y a tous les éléments que je mets en place déjà que tu viens de citer. Et en plus, bah, ma propre personne, pour Oui, aller vendre mon business, pour aller, moi, faire le commercial, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est bien hein, de faire du numérique, on est tous dans le numérique, mais on en revient à ce que je t'ai dit il y a peut-être une heure de ça, mais l'humain, parce que je ne veux pas être, si tu veux, le cœur de l'entreprise. mhm, mhm. Je suis l'entreprise, mais je ne veux pas être le cœur. C'est-à-dire que si moi, je m'efface, il faut que ça tourne, et il faut que Oui. ça continue. Tu peux être le cerveau, mais pas forcément les bras, et ça, tu dois Exactement. sortir de l'opérationnel, c'est un bel objectif qu'ont beaucoup d'entrepreneurs. Je pense que tu es vraiment sur la bonne voie avec tous les process que tu as mis en place. Et j'ai adoré que tu dis l'humain parce qu'en fait, tu as donné littéralement la définition du networking. Parce qu'en fait, sortir, aller boire un café à un endroit où potentiellement tu peux rencontrer des clients, même si tu vas pas comme un malade pour faire du commercial, hein, tu vas juste boire ton café en fait. Mais tu vas Oui. t'intéresser aux humains, c'est du networking, c'est du réseautage. Et on revient sur ce qu'on disait. Donc, excellent. Je te propose qu'on passe un petit peu à une partie gestion du temps, organisation.
Alors, tu disais que quand on démarre, on bosse comme des malades. Des fois, on sacrifie aussi un petit peu la vie privée. Maintenant, avec 3 ans, un petit peu d'expérience, est-ce que tu as trouvé des astuces pour trouver une forme d'équilibre entre vie privée, enfin vie perso, vie pro? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Alors, je sais pas encore au point à 100% parce que quand tu es tout seul, c'est compliqué. Mais comme tu as vu, je suis quelqu'un de très organisé qui essaye d'optimiser tout au maximum. J'ai des contraintes et qui sont ma priorité, ce sont mes enfants. C'est-à-dire que bah, faut les emmener à l'école le matin et puis il faut les récupérer le soir chez la nanny, etc., etc. Donc déjà, en fait, j'ai ça. J'ai cette contrainte-là. Mon épouse est dans le commerce aussi. Donc du coup, on jongle, etc. Donc il y a des soirs, bah, comme le mardi, par exemple, tu vois, où je sais que je n'ai pas d'heure pour rentrer. Ma seule contrainte est psychologique, c'est que j'ai envie d'embrasser mes enfants avant d'aller me coucher. Et après, je n'ai qu'un cerveau. Avec tout ce que je fais, c'est très compliqué de se rappeler de tout, etc., etc. Mais tu vois, regarde, je sais pas si on va bien voir, mais je suis quelqu'un d'extrêmement organisé. C'est que, tu vois, je me fais des to-do permanentes. Ah, voilà, oui, je vois, ouais. Uhum. Je note les éléments importants, etc. Et j'ai un agenda, tu vois, où je note tout. Je me demandais comment tu fais pour ne pas procrastiner, pour pas oublier des trucs importants, je t'en prie. Ben, je note tout. Je note tout le temps. Je note parce que en fait, je suis quelqu'un. Alors, il y a des gens qui peuvent vivre sans, hein. J'étais, bah, comme je te l'ai dit, comme c'était mon anniversaire hier, j'ai mon père qui m'a fait la surprise du coup de venir à la maison. On a mangé ensemble et puis on était posés tous les deux en train de discuter dans le canapé. Je vois son attel, je vois 5280 mails. Je dis, mais t'es un malade. Et en fait, je suis un psychopathe des notifications. Et comme, si tu veux, ce qui est très important, et je pense que c'est primordial pour un entrepreneur, mais même pour un être humain lambda, il faut connaître tes qualités, mais surtout, il faut connaître tes défauts. Et je sais que mon gros défaut, c'est que si je fais pas maintenant, je fais pas. Hmm, Et si je note pas, j'oublie. mhm, Donc vu que je me connais, je note. Je mets ou des post-it ou des éléments, etc., etc. Pourquoi? Parce que je vais m'en vouloir d'avoir oublié. Et en fait, je vais m'auto-flageller tout seul, tu vois. Me dire, mhm. putain, mais t'es un imbécile, fallait que tu le notes, tu sais comment t'es, etc., etc. Donc, je travaille avec mes défauts pour les transformer justement en qualité. Parce qu'en en fait, de repousser un problème, c'est la plus grosse bêtise que tu puisses faire. Parce que, problème ou pas, hein, mais en tout cas, une tâche, moi pour moi, une tâche qui n'est pas résolue est un problème, Hmm. automatiquement. Parce que si la tâche, elle est à faire et que je l'ai notée, c'est que c'était important que je le fasse. Parce qu'il y a des choses, tu vois, je vais te donner un exemple. Je sais pas, tiens, j'ai plus de beurre dans le frigo, tu vois. Je vais pas le noter, ça je te le dis, hein, parce que du coup, c'est. Mais c'est pas vital pour mon entreprise, c'est pas quelque chose qui, moi, va m'impacter, si tu veux, mentalement ou psychologiquement. Donc, je note pas ce genre de choses. Ok. Je note vraiment, en fait, que les points qui sont importants et les tâches que je dois absolument réaliser. Il y a des choses qui peuvent paraître bêtes, tu vois, mais pour te donner un ordre d'idée, je note qu'il faut qu'à 18h30, je poste sur mes réseaux sociaux. Mhm. Je note que le lundi matin, à 7h, il faut que je poste sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que je vais pas le laisser dans mes paginations, etc., ou quoi que ce soit, ou dans ma to-do, je vais pas aller la cocher pour dire que c'est fait. Non, je le mets dans mon agenda directement, programmé avec une heure et avec une sonnerie pour le rappel, etc., etc. Et tant que c'est pas fait, ça va sonner. Tu vois. C'est-à-dire que je travaille avec mes défauts. Est-ce que tu as des opinions qui ne sont pas populaires? Est-ce que tu pourrais partager avec nous une opinion, une conviction, une croyance que tu as qui n'est pas du tout populaire et dans laquelle on n'a pas encore parlé? C'est très moche ce que je vais dire, Giuseppe, hein. Ouais, vas-y, vas-y, lâche-toi. Au pire, on coupe. Voilà. Non, mais comme ça, je te le dis vraiment comme je le pense. Euh, L'être humain, c'est devenu une sacrée. Ouf. Pourquoi Oui, tu c'est une penses très grosse ça? croyance que j'ai. Alors, Pourquoi je vais te tu... dire pourquoi je pense ça. Parce que on se rend compte aujourd'hui que c'est l'évolution de l'être humain qui fait ça. C'est qu'on est rentré en fait dans un monde ça va être très paradoxal par rapport à ce que je fais aujourd'hui, hein, mais on est rentré vraiment dans un monde, si tu veux, de consommation, de prise de décision rapide. Les gens ne se projettent plus, ils te disent certaines choses. On n'a plus vraiment on est devenu, comment dirais-je, néfaste pour nous-mêmes tous autant qu'on est. Et j'ai de plus en plus de mal à croire en l'être humain. Pourquoi? Parce que tu as des personnes qui viennent se mettre vers toi, s'approchent, etc., te veulent du bien, et au final font tout l'inverse. Tu as des personnes, par exemple, qui vont. Moi, je suis quelqu'un où j'ai été éduqué avec la parole.
C'est-à-dire que quand je dis quelque chose, je le fais. Quand je donne une deadline, je m'y tiens. Je suis quelqu'un qui a énormément de principes et je suis très vieux jeu. Bah, moi, je me rends compte que j'aurais aimé, peut-être parce que je ne l'ai pas vécu, mais vivre à une autre période en fait de la vie. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé être à la période de mes parents, par exemple, tu vois, où il y avait d'autres difficultés, mais il y avait aussi d'autres facilités. Mhm, mhm, mhm. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis énormément attristé par l'éducation. Je généralise pas, attention, hein, parce qu'on est tous différents. Mais c'est là mon côté très tranché. Je suis quelqu'un qui ne mâche pas mes mots. De se dire que bah, moi, j'ai pris des fessées quand j'étais petit. Et ça fait ce que je suis aujourd'hui. Mhm, mhm. Qu'on vienne pas me dire que je n'ai pas le droit d'engueuler mon fils ou lui mettre une fessée, parce que je ne maltraite pas mes enfants, mais j'essaye de leur apporter une éducation et de faire en sorte qu'ils puissent s'adapter à la vie qui les entoure au quotidien et qui change du jour au lendemain. Mhm, mhm. Donc c'est pour ça que voilà, moi c'est une croyance que j'ai où je ne sais pas où va l'être humain, mais que j'aimerais tellement que je sais pas ce qui peut se passer, je sais pas ce qu'il peut y avoir, mais surtout qu'il y ait une certaine prise de conscience qui fasse que les humains, hommes, femmes, ou ce que tu as envie, ceux qui sont croisés, chèvres, radiateurs, etc., chacun fait comme il veut tant qu'il se sent bien dans ses pompes. Mhm. Moi, j'ai aucun problème avec qui que ce soit. Mais d'avoir de l'empathie, de la générosité, comme de la méchanceté, qu'on redevienne des êtres humains. En même temps, c'est aussi un avantage parce que, comme on prend l'exemple que tu donnais, le fait de maintenir la parole donnée, tu vois. Mhm. Quelqu'un qui le fait, automatiquement, il a un super pouvoir parce qu'il va Il apporte plus de tellement valeur. ressortir de la masse. Quelqu'un qui est bienveillant, mais pas bienveillance à la mode, être gentil, mais vraiment qui veut le bien des gens, qui est généreux, qui s'intéresse aux autres, automatiquement, il va attirer plus la sympathie des gens, il va avoir plus de succès, même s'il le fait pas pour ça, hein, juste parce Ouais, bien que. sûr. Donc en fait, c'est comme quand je vois les ados aujourd'hui, peut-être toi aussi tu reçois des candidatures de gamins, puis tu les vois dans la rue, tu dis mais jamais tu pourrais engager. Mais il suffit qu'il y en a un qui est normal, mais il ressort Oui, complètement de la masse en fait, tu vois. je suis d'accord. Ouais, non, mais clairement. Et ça Et en s'applique fait, aux adultes, ça s'applique à tous les humains en fait. et en fait, je suis quelqu'un qui fait assez facilement confiance et comment dire, je donne sans limite, tu vois, j'ai aucun problème avec ça. Mais Mhm, après, c'est le remerciement que tu en as derrière, tu vois. Et ça, mhm, justement, c'est le côté respect, c'est le côté humain qui aujourd'hui se perd de plus en plus. Et je suis d'accord avec toi que ça permet, et puis je le vois moi-même avec les personnes qui m'entourent, tu sors du lot. Ça, il n'y a mhm, pas de débat. Du coup, c'est devenu beaucoup plus difficile aujourd'hui d'entreprendre de la bonne manière, correctement, et surtout sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, on est dans les choses faciles. Pardon, désolé, je suis très cru, mais OnlyFans, mhm. les influenceurs, où les gens pensent qu'ils ouvrent un compte OnlyFans, un compte TikTok, un compte je sais pas quoi. Ça y est, je vais faire de l'argent, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Il n'y a rien de facile dans la vie. Et Rien. ça, c'est ce que moi j'appelle faire de l'argent et faire de l'argent. Tu as faire de l'argent pour te dire, comme certains le font, et je le vois, mais chacun voit midi à sa porte. Ils prennent une voiture, vas-y, on bombarde pendant un an, je fais de la loc, je m'en fous de comment, je fais de la quantité, je fais pas de la qualité. Et après, je coule tout, je ferme tout, et puis je les aide de partout, mais au moins j'aurais fait de l'argent, et puis je suis tranquille. Et tu as des personnes comme moi qui travaillent sur le long terme et qui voient à 5, 10, 15, 20 ans, tu vois. Et du coup, ça pêche et ça freine justement ce type de personnes comme moi qui veulent aller de l'avant correctement, tu vois. Ouais, C'est sur, dommage. sur le long terme, je maintiens, je pense que tu gardes un avantage compétitif parce que tous ceux qui visent le long terme, déjà, ils vont pas avoir de la satisfaction. Ils vont peut-être obtenir ce qu'ils voulaient, mais ils n'ont pas de la satisfaction. Ben, et si tu n'as pas de satisfaction, si tu n'es pas aligné avec tes valeurs, tu n'es pas heureux. Puis finalement, tout ce qu'on veut, nous, c'est être heureux. C'est pas gagner de l'argent ou être populaire ou je sais pas quoi, avoir des biens matériels. Ce qu'on veut, c'est Alors être heureux. après, Donc, tu as déjà ta ouais. récompense, en fait. Mais je vais simplement me permettre de dire une chose, c'est que, et c'est là où on place tous un curseur à des éléments différents. Parce que tu vois, par exemple, il y a des personnes qui vont dire, moi, je suis heureux là, Mhm. il y a d'autres qui vont être heureux là, ou d'autres là. Mais tu as des gens qui vont dire, moi, je suis heureux parce que
j'ai pu aller me baigner dans le lac. Mhm. T'as des gens, ils vont te dire, ouah, je suis heureux, j'ai pu m'acheter le dernier iPhone. Mhm. Ou alors, je suis heureux parce que j'ai pu rendre heureux quelqu'un ou donner le sourire à quelqu'un, tu vois. On place tous un curseur à des points qui sont complètement différents. C'est vrai. Et c'est là où c'est magique et c'est où l'humain, le réseau, etc., te permet de t'enrichir avec tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Très, 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 très belle pensée. On arrive gentiment vers la fin de cette conversation. Tu as apporté beaucoup de valeur, Déjà, beaucoup de franchise. Ouais, ça passe super vite. On s'approche de l'horaire qu'on avait fixé. Du coup, Jérémy Faustino, on fait comment pour te contacter? Où est-ce qu'on te trouve? Voilà, comment on fait pour... moi, c'est très simple. Je suis quelqu'un de plus humain, tu peux pas. Je suis hyper accessible. Mes bureaux avec showroom, etc., sont à Chavannes-de-Bogie. Donc, qui que ce soit, même toi, tu es dans les parages, tu passes sur l'autoroute, tu vois, tu te dis, ah tiens, il y a Jérémy qui est là. Tu passes boire un café avec grand plaisir. Après, bah, on me trouve sur les réseaux sociaux. Donc, comme je disais, Instagram, que je dise pas de bêtises, il y a des trucs que j'aime pas, que je mets, du coup, j'y suis pas. Mais TikTok, YouTube, qui Et sont tous les LinkedIn, tu as éléments. dit? Après, LinkedIn aussi? LinkedIn, bien évidemment, ce que je pousse un maximum parce que bah, ça, c'est génial pour faire du réseau, carrément. Mhm. Et puis après, bah, moi, je suis sur Genève, à des événements caritatifs pour les enfants, etc., etc. Donc, veut me contacte, je suis quelqu'un de très abordable et à tous les niveaux. Donc, je t'invite grandement, quand tu es dans les parages, à t'arrêter pour boire un café. Ça, on pourra discuter un peu voiture et plein d'autres choses. Puis tu verras, comme me le disent souvent mes clients, tu sais, je suis un peu le magasin de jouets pour les grands. Donc, faut pas Ma- se gêner pour passer. Magnifique, magnifique. Deux questions juste avant de te laisser partir. C'est les deux questions de la fin. La première, c'est donc Jérémy, est-ce qu'il y a une expérience extraordinaire que tu aimerais bien vivre un jour? C'est une excellente question. J'ai fait pas mal de choses déjà aujourd'hui. Mais s'il y a une chose qui me permettrait en fait Ouais, il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est peut-être inenvisageable, mais rien n'est impossible. Ça serait de faire un saut en moto, vraiment dans un truc dans le vide, tu sais, un canyon, un truc de dingue, tu vois. Mais sans parachute. C'est-à-dire qu'en gros, me rattraper dans un filet ou un truc dans le genre. Pousser à l'extrême. Ok, Je suis ok, je quelqu'un vois. qui vit beaucoup à l'adrénaline. J'ai mon brevet de saut en parachute, je fais de la moto sur piste, j'ai fait des championnats de France, etc., etc. Et cetera. Et je suis quelqu'un qui fonctionne à fond la caisse avec l'adrénaline. Donc, s'il y a un truc ouais, qui me rendrait dingue, c'est de repousser mes limites. Merci d'avoir partagé ça. Alors, si un jour tu le fais, et je pense qu'il y a de bonnes chances que tu puisses le faire un jour, ce qui serait génial, c'est que tu prennes contact avec moi et puis tu dis Avec je l'ai plaisir. fait, ou si la vidéo est quelque part, tu mets en commentaire comme ça ceux qui, Hein, même bien si c'est sûr. dans quelques années, tu retrouveras la vidéo, tu nous diras que tu l'as fait. Ouais, Et si c'est ton souhait, bah, on te souhaite d'y arriver également. Et merci. la dernière question, c'est la suivante pour toi, Jérémy. Finalement, ça veut dire quoi, réussir sa vie? C'est être en accord avec soi-même. C'est tout. Être en accord avec soi-même, être en accord avec ses principes, avec ses valeurs. Ça, pour moi, c'est réussir sa vie. Jérémy Faustino, merci beaucoup d'avoir été avec nous et au plaisir de te croiser. Merci à toi qui as regardé cet épisode jusqu'au bout. Je te dis à bientôt sur cette chaîne ou ailleurs sur cartonnet.com.